En interviewant une candidate pour un poste, le millionnaire était resté figé en reconnaissant cette femme. Elle était identique à son amour disparu depuis 26 ans. Le café fumait encore dans la tasse en porcelaine de Limoges quand Lucien Dumas sentit le premier frisson lui parcourir l'échine, 53 ans, et il reconnaissait toujours les signes avant-coureurs, ces matins-là, où le fantôme d'Isabelle venait le hanter dès l'aube, transformant sa luxueuse suite du 16e arrondissement en prison dorée. Il repoussa les rideaux de soie, découvrant Paris qui s'éveillait sous un ciel d'octobre, 27 ans, 27 putains d'années depuis qu'elle avait disparu, et son empire textile valait désormais des milliards. Pourtant, chaque matin, il se réveillait avec le même vide au ventre, cette sensation d'amputation qu'aucune réussite ne parvenait à combler. Son reflet dans la baie vitrée lui renvoya l'image d'un homme vieilli prématurément, les tempes grises, les rides creusées par trop de nuits blanches, ce regard hanté qui ne le quittait jamais. Isabelle, même son nom était devenu un murmure douloureux qu'il n'osait plus prononcer à voix haute. La sonnerie de l'interphone le ramena brutalement au présent. Monsieur Dumas, la voix de sa secrétaire, Margot, trahissait une pointe d'anxiété. Votre rendez-vous de 9h est arrivé, mademoiselle Lefebvre, pour le poste de directrice des projets sociaux. Lucien consulta sa Rolex. 8h58, ponctuel. Au moins, il ajusta sa cravate Hermès et passa une main dans ses cheveux encore épais malgré l'âge. Faites-la entrer dans 5 minutes. Il avait besoin de ces quelques instants pour se recentrer. Les entretiens d'embauche le barbaient, mais celui-ci était différent. Le CV de cette Manon Lefebvre l'avait intrigué. Diplômée de Sciences Po, un parcours brillant dans l'associatif, et surtout, cette lettre de motivation qui respirait l'authenticité, pas comme ces carriéristes parisiens qui se bousculaient habituellement à sa porte. 3 coups discrets à la porte. Entrez. Lucien leva les yeux de son dossier, et le temps s'arrêta. Le sang se figea dans ses veines. Sa respiration se coupa net. Devant lui se tenait Isabelle. Isabelle a 18 ans, telle qu'elle était ce dernier matin de mai 1997, quand il l'avait embrassée avant de partir au bureau, sans savoir que c'était la dernière fois. Les mêmes yeux verts, d'un émeraude si profond qu'on s'y perdait, le même nez légèrement retroussé, la même bouche en cœur qui esquissait ce sourire timide qu'il avait tant aimé, et surtout cette marque de naissance en forme d'étoile sur le poignet gauche, si particulière, si unique. Monsieur Dumas, la voix était différente, plus grave, mais l'intonation, mon Dieu, cette putain d'intonation qui remontait en fin de phrase, exactement comme Lucien dut s'appuyer contre son bureau pour ne pas s'effondrer. Ses mains tremblaient si violemment qu'il les cacha derrière son dos. Son cœur tambourinait dans sa poitrine avec une violence inouïe. Il s'éclaircit la gorge, cherchant désespérément ses mots. « Pardonnez-moi. Asseyez-vous, je vous prie, Manon. » Car c'était bien elle, cette inconnue qui portait le visage de son amour perdu, prit place en face de lui avec une grâce naturelle qui acheva de le bouleverser. Elle croisa les jambes, exactement comme Isabelle le faisait, ce geste délicat et inconscient qui l'avait toujours fait craquer. « J'espère que je ne suis pas en retard, » demanda-t-elle. Et cette voix, cette putain de voix qui ressuscitait 27 ans de souvenirs enfouis. « Non, non, vous êtes parfaite. » Le mot lui échappa malgré lui, et il vit Manon hausser un sourcil. Surprise, il but une gorgée d'eau, tentant de reprendre ses esprits. Hallucination. Ça ne pouvait être qu'une hallucination. Il travaillait trop, dormait mal, et son cerveau lui jouait des tours. Cette fille ne pouvait pas être, mais quand elle sortit un stylo de son sac et qu'il aperçut à nouveau cette étoile sur son poignet, la même exactement, au même endroit, avec la même forme irrégulière, il faillit vomir. « Votre CV m'a impressionné », parvint-il à articuler, sa voix tremblant légèrement. « Parlez-moi de votre parcours. » Manon se redressa, et il reconnut cette façon de rejeter ses cheveux en arrière d'un geste fluide. Isabelle faisait exactement ça quand elle était concentrée. « J'ai grandi en Dordogne, à Sarlat. Ma mère est couturière. » Elle marqua une pause, et quelque chose passa dans son regard, une ombre fugace. « J'ai toujours voulu faire quelque chose d'utile, vous savez. Aider les gens, créer du lien social. C'est pour ça que je me suis orientée vers l'associatif après mes études. Sarlat, putain. Isabelle avait toujours rêvé de vivre à la campagne, loin de l'agitation parisienne. Elle lui en parlait sans cesse, de ces petits villages du Périgord où le temps semblait suspendu.
Et votre père ?» La question lui échappa, brutale, indiscrète. Il vit Manon se crisper imperceptiblement. Je ne l'ai jamais connu. Ma mère a élevé seule. » Sa voix se durcit légèrement, comme pour se protéger. Mais ça n'a jamais été un problème. Nous nous sommes toujours débrouillés. Lucien sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Cette fille pourrait avoir 26 ans. 26 ans, exactement l'âge qu'aurait eu l'enfant d'Isabelle si... Non, il devenait fou, complètement fou. Mais il ne pouvait plus détacher son regard de ce visage, de ces gestes, de cette présence qui réveillait en lui des émotions qu'il croyait mortes et enterrées. Chaque sourire de Manon était comme un coup de poignard dans une plaie jamais refermée. « Pourquoi avoir choisi notre entreprise ?» demanda-t-il, s'accrochant aux questions d'usage pour ne pas sombrer. « Parce que vous ne faites pas que du business, monsieur Dumas. » Elle se pencha légèrement en avant, et il reconnut cette intensité dans le regard, cette façon de parler avec ses mains qu'avait Isabelle quand elle défendait ses convictions. Vos programmes d'insertion, votre fondation pour l'éducation des jeunes filles, ce n'est pas du marketing. On sent que ça vient du cœur. Du cœur, si elle savait d'où venait vraiment cette générosité. Toutes ces œuvres de charité, ces fondations, ces programmes sociaux n'étaient que des façons pathétiques d'expier sa culpabilité. Chaque euro donné était une prière silencieuse pour qu'Isabelle, où qu'elle soit, lui pardonne de ne pas l'avoir retrouvée. L'entretien se poursuivit dans une sorte de brouillard. Lucien posait des questions mécaniquement, hochait la tête aux bonnes réponses, mais son esprit était ailleurs. Prisonnier d'un tunnel temporel qui le ramenait sans cesse vers cette chambre de bonne du 5e, où ils avaient été si heureux, si jeunes, si naïfs. « J'aimerais vraiment faire partie de cette aventure », conclut Manon avec un sourire qui lui rappela douloureusement le premier jour où il avait rencontré Isabelle à la fac de droit. « Le poste est à vous », les mots sortirent de sa bouche sans qu'il les contrôle. « Vous commencez lundi, Margot vous fera visiter les bureaux et vous expliquera le fonctionnement. » Manon écarquilla les yeux, surprise par cette décision si rapide. « Vraiment, mais vous ne voulez pas réfléchir? Voir d'autres candidats? » « Non. » Il se leva brusquement, incapable de supporter plus longtemps cette ressemblance troublante. « Mon instinct ne me trompe jamais. Bienvenue chez Dumas Industries, mademoiselle Lefebvre. » Elle se leva à son tour, lui tendit la main. Quand leurs peaux se touchèrent, Lucien eut l'impression de recevoir une décharge électrique. Cette chaleur, cette douceur, exactement comme « Merci, monsieur Dumas, vous ne le regretterez pas. » Après son départ, Lucien resta planté au milieu de son bureau, fixant la porte close. Ses jambes tremblaient, sa chemise était trempée de sueur. Il attrapa son téléphone d'une main fébrile et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Philippe, c'est Lucien. J'ai besoin de tes services. Urgent. » Philippe Mercier était le meilleur détective privé de Paris, celui-là même qui avait retourné la France entière pour retrouver Isabelle, il y a 27 ans. « Je veux que tu fasses des recherches sur une certaine Manon Lefebvre, 26 ans, née à Sarlat-la-Canéda. Je veux tout savoir sur elle. Tout. Sa mère, sa naissance, son passé. Chaque détail compte. » Il raccrocha et s'effondra dans son fauteuil de cuir. Le souffle court. Dehors, Paris continuait sa course effrénée. Indifférent au séisme qui venait de bouleverser sa vie, cette fille était-elle vraiment une étrangère qui ressemblait troublante à Isabelle, ou bien le destin venait-il de lui offrir ce qu'il espérait depuis 27 ans sans jamais oser y croire vraiment. Mai 1997. Université Paris-Dauphine, le soleil filtrait à travers les feuillages du campus, quand Lucien Dumas, 26 ans, aperçut pour la première fois cette fille aux yeux verts qui changerait sa vie à jamais. Isabelle Fournier était assise sur un banc, un livre de droit constitutionnel ouvert sur les genoux, ses cheveux châtains caressés par la brise printanière. « Tu vas rester planté là longtemps », s'était moqué son ami Marc en le voyant figé comme une statue, mais Lucien n'entendait plus rien. Cette fille était parfaite, pas dans le sens conventionnel du terme. Non, elle avait quelque chose de plus profond, une lumière intérieure qui irradiait de chacun de ses gestes quand elle riait avec ses amis. C'était comme si le monde entier s'illuminait. Il lui avait fallu 3 semaines pour trouver le courage de l'aborder. 3 semaines à la regarder de loin, à mémoriser ses habitudes, ses horaires, la façon dont elle fronçait le nez quand elle réfléchissait, et quand il s'était finalement décidé, marchant vers elle d'un pas qu'il espérait assuré,
Elle avait levé les yeux et lui avait souri, ce sourire qui l'avait achevé. « Vous êtes dans le cours de Rousseau, non ?» avait-il bégayé, se maudissant intérieurement pour sa maladresse. « Oui. Et vous ? Vous êtes le type qui me regarde depuis 3 semaines sans jamais venir me parler. » Elle l'avait dit sans méchanceté. Avec cette pointe d'espièglerie qui la caractérisait, Lucien avait rougi comme un adolescent, et elle avait éclaté de rire. « Je plaisante. Asseyez-vous donc, au lieu de rester debout comme un piquet. » Leur histoire avait commencé ce jour-là, sur ce banc ensoleillé, 6 mois plus tard. Ils ne se quittaient plus. Isabelle était tout ce que Lucien n'était pas, spontanée là où il était calculateur, insouciante là où il était angoissé, lumineuse là où il pouvait être sombre. Elle venait d'un milieu modeste. Son père était ouvrier, sa mère femme de ménage, mais elle portait sa simplicité comme une couronne. « Tu sais ce qui me plaît chez toi ?» lui avait-elle dit un soir. Blottie contre lui dans sa chambre de bonne. « Tu ne joues pas au fils à papa. Tu pourrais pourtant, avec ta mère et ses grands airs, Colette Dumas, le seul nuage noir dans leur histoire parfaite, dès le premier dîner de présentation, l'animosité avait été palpable. Colette avait accueilli Isabelle avec une politesse glaciale, détaillant sa tenue simple, son accent légèrement provincial, ses manières moins raffinées que celles des bourgeoises du XVIe. « Elle est charmante », avait-elle lâché après le départ d'Isabelle, et ce mot dans sa bouche avait sonné comme une insulte. « Maman, je l'aime. » L'amour ? Colette avait eu un rire cristallin et méprisant. « Mon pauvre enfant, tu confonds amour et fascination. Cette fille n'est qu'une passade, une aventure de jeunesse. » Mais Lucien n'en démordait pas. Il aimait Isabelle d'un amour total, absolu, qui le rendait meilleur. Avec elle, il découvrait des parties de lui-même qu'il ignorait. Il riait plus, rêvait plus, osait plus. Elle lui donnait envie de construire quelque chose de beau, loin des calculs froids du monde des affaires. Et puis, en février 1997, Isabelle était tombée enceinte. « Tu es sûre ?» avait murmuré Lucien quand elle lui avait annoncé la nouvelle, les mains tremblantes, le test de grossesse encore dans ses doigts. 3 tests, tous positifs. Sa voix était à peine audible. « Je sais que ce n'était pas prévu, que c'est compliqué avec tes études, l'entreprise de ta mère. » Il l'avait fait taire d'un baiser, un baiser tendre, protecteur, rempli de toutes les promesses qu'il ne savait pas encore formuler. « On va s'en sortir », avait-il chuchoté contre ses lèvres. « Tous les 3, je t'aime, Isabelle, je nous aime. » Pendant 3 mois, ils avaient vécu dans une bulle de bonheur secret. Isabelle s'épanouissait, plus radieuse que jamais malgré les nausées matinales. Lucien se surprenait à rêver de prénoms, d'un petit appartement bien à eux, d'un avenir simple et heureux. Il avait même commencé à chercher du travail, déterminé à subvenir aux besoins de sa petite famille, sans dépendre de Colette. Ce qu'il ignorait, c'est que sa mère surveillait ses moindres faits et gestes. Présent, bureau de Lucien ferma les yeux, laissant les souvenirs l'envahir comme une vague douloureuse. Cette période avait été la plus heureuse de sa vie, et la plus courte aussi. Il se leva de son fauteuil et marcha vers la fenêtre, contemplant Paris qui s'agitait 20 étages plus bas. Quelque part dans cette ville, Manon Lefebvre découvrait sa nouvelle vie, inconsciente du séisme qu'elle venait de provoquer dans l'existence d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Depuis son départ, 3 heures plus tôt, Lucien n'arrivait plus à penser à autre chose. Cette ressemblance était-elle vraiment possible ? Cette marque de naissance identique, ces gestes si familiers, cette façon de parler. Son téléphone vibra. Un message de Philippe Mercier. Recherche lancée. Premiers éléments dans 48 heures maximum. 48 heures, 2 jours pour savoir si sa vie allait basculer une nouvelle fois, ou si son esprit fatigué lui jouait des tours cruels. Il repensa à ce matin de mai 1997 qui avait tout détruit. Isabelle devait passer des examens médicaux de routine. Elle était partie tôt, l'embrassant tendrement, avant de disparaître dans l'escalier de sa chambre de bonne. « À ce soir, mon amour », ces mots résonnaient encore dans sa tête. 27 ans plus tard, elle n'était jamais rentrée. D'abord, il avait pensé à un contretemps, puis à un accident. Il avait appelé partout. Hôpitaux, commissariats, amis, famille. Personne ne l'avait vu. Comme si la terre l'avait englouti. Ce n'est que des semaines plus tard, rongé par l'angoisse et l'incompréhension, qu'il avait découvert la vérité dans le coffre-fort de sa mère,
les résultats d'analyse interceptés, les lettres qu'il n'avait jamais écrites, mais qui portèrent sa signature parfaitement imitée, des lettres ignobles où il traitait Isabelle de petite opportuniste et de destructrice d'avenir. « Maman, qu'est-ce que c'est que ça ?» avait-il hurlé en brandissant les documents. Colette avait eu cette expression hautaine qu'il lui connaissait trop bien. « J'ai protégé notre famille, Lucien. Cette fille t'aurait détruit. Tu as détruit ma vie. J'ai sauvé ton avenir. Tu crois vraiment qu'elle t'aimait pour tes beaux yeux. Elle voulait juste sortir de sa condition misérable. » La dispute avait été terrible. Lucien était parti de chez sa mère ce soir-là et n'y était jamais revenu. Il avait engagé Philippe Mercier, retourné la France entière, dépensé une fortune en recherche, mais Isabelle Fournier semblait avoir disparu de la surface de la terre. Aucune trace, aucun indice, aucune piste viable. Avec les années, l'espoir avait cédé la place à une résignation douloureuse. Lucien s'était jeté dans le travail, construisant un empire textile qui était devenu l'un des plus puissants d'Europe. Mais chaque succès avait le goût amer de la solitude. Il avait bien tenté quelques relations. Mais comment aimer quand on cherche sans cesse Isabelle dans le regard des autres femmes? Comment construire quand une partie de soi reste à jamais prisonnière d'un matin de mai qui n'a jamais eu de suite? Un coup frappé à la porte le ramena au présent. « Entrez !» Margot passa la tête dans l'entrebâillement. « Monsieur Dumas, Mademoiselle Lefebvre souhaiterait vous remercier avant de partir. » Dois-je... Le cœur de Lucien fit un bond dans sa poitrine. « Oui, bien sûr, faites-la entrer. » Quelques secondes plus tard, Manon réapparaissait dans son bureau. Elle avait enfilé un trench-coat beige qui lui donnait l'air encore plus jeune, encore plus fragile, encore plus ressemblante à... « Je voulais juste vous dire merci », dit-elle avec ce sourire qui lui retournait les entrailles. « Je sais que ma candidature était un peu atypique. » « Pas du tout. Sa voix était plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Vous avez exactement le profil que nous cherchions. » Elle inclina légèrement la tête, et il aperçut à nouveau cette marque en forme d'étoile. Son cœur s'emballa. « J'ai hâte de commencer lundi. Bonne soirée, monsieur Dumas. »« Bonne soirée, Manon. » Il avait prononcé son prénom avec une douceur involontaire, comme une caresse. Elle parut surprise, mais sourit avant de disparaître. Seul dans son bureau, Lucien sentit les larmes lui monter aux yeux. Si cette fille était vraiment la fille d'Isabelle, si elle était sa fille, alors tout recommençait. L'espoir, la peur, l'amour, la douleur, tout ce qu'il avait enterré depuis 27 ans remontait à la surface avec la violence d'un raz-de-marée. Dans 48 heures, il saurait, en attendant. Il ne lui restait qu'à prier pour que son cœur tienne le coup. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de dentelle d'Élise Lefebvre, projetant des ombres délicates sur sa machine à coudre singée. À 45 ans, elle conservait cette beauté mélancolique qui attirait les regards dans les rues pavées de Sarlat-la-Canéda. Ses cheveux châtains, maintenant striés de quelques fils d'argent, étaient relevés en un chignon simple. Ses mains expertes guidèrent le tissu sous l'aiguille, avec une précision acquise au fil des années. 27 ans qu'elle cousait pour les autres. 27 ans qu'elle réparait les robes de mariée des jeunes filles du village. Les costumes des notables, les ourlets des touristes de passage. 27 ans à enfouir Isabelle Fournier sous l'identité d'Élise Lefebvre, comme on enterre un mort dont on ne peut faire le deuil. Sa petite maison de la rue de la Liberté respirait la simplicité, quelques meubles chinés, des tissus soigneusement rangés par couleur, et partout ces photos de Manon qui jalonnaient une vie de mère célibataire. Manon bébé dans ses bras, Manon faisant ses premiers pas dans le jardin, Manon en robe de communion, Manon le jour de son bac, 26 ans d'amour absolu pour panser une blessure qui ne guérissait jamais. Maman, tu rêves. La voix au téléphone la fit sursauter. Élise avait décroché machinalement, l'esprit encore perdu dans ses pensées. Manon, ma chérie, comment s'est passé ton entretien? Incroyablement bien. L'enthousiasme de sa fille réchauffait le cœur d'Élise. Il m'a prise, je commence lundi. Tu te rends compte? Directrice des projets sociaux chez Dumas Industries. Le monde s'arrêta de tourner. Dumas, ce nom qu'elle avait fui pendant 27 ans venait de la rattraper à travers la voix joyeuse de son enfant. Élise sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. « Maman, tu es là ?»« Oui, oui ma chérie. » Sa voix n'était plus qu'un souffle. « Dumas Industries, tu dis. »« Oui, le grand patron en personne, Lucien Dumas, un homme fascinant. Tu sais,
Il y a quelque chose de, je ne sais pas comment dire, de familier chez lui, comme si on se connaissait déjà. Chaque mot était un coup de poignard. Élise ferma les yeux, et 27 ans s'effacèrent d'un coup. Elle revit ce visage qu'elle avait tant aimé, ses yeux sombres qui la regardaient avec une tendresse infinie quand il posait la main sur son ventre rond. « Il faut que je raccroche, maman. Je dois préparer mes affaires pour lundi. Je t'aime. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. » Le téléphone glissa de ses mains tremblantes. Élise s'effondra sur sa chaise, la tête entre les mains, secouée de sanglots silencieux. Tout ce qu'elle avait construit, cette vie paisible, cette identité forgée dans la douleur, tout s'écroulait en quelques secondes. 1997. Clinique Sainte-Anne, Paris. Les contractions avaient commencé au petit matin. Élise, qui s'appelait encore Isabelle, serrait les dents, seule dans cette chambre d'hôpital de banlieue où elle avait échoué après des mois de fuite. Enceinte de 8 mois, elle n'avait plus un sou, plus d'espoir. Plus rien que cette vie qui grandissait en elle et ces lettres cruelles de Lucien qui l'avaient débrisée à jamais. « Vous avez quelqu'un à prévenir ?» avait demandé l'infirmière avec gentillesse. Non, personne, personne. Elle était seule au monde avec ce bébé qui allait naître d'un amour qu'elle croyait mort. Comment expliquer que le père de son enfant l'avait rejetée avec une violence inouïe? Comment dire qu'elle avait découvert qu'elle n'était qu'une petite opportuniste aux yeux de l'homme qu'elle adorait? La naissance avait été longue et difficile. Mais quand on avait posé Manon sur sa poitrine, quand elle avait vu ses petits yeux verts qui la fixaient avec une confiance absolue, Élise avait su qu'elle se battrait pour elle, qu'elle la protégerait de tout, même de la vérité. « Comment allez-vous l'appeler ?» avait demandé l'infirmière en remplissant les papiers. « Manon, Manon Lefebvre. » Lefebvre. Le nom de jeune fille de sa grand-mère maternelle, un nom qui n'existait plus depuis longtemps, parfait pour disparaître. Quant à Isabelle Fournier, elle était morte ce jour-là, dans cette chambre d'hôpital, en même temps que naissait Élise, la mère célibataire qui élèverait seule son enfant. Présent, Sarla. Un coup de sonnette la tira de ses souvenirs douloureux. Élise s'essuya rapidement les yeux et alla ouvrir. Sur le pas de sa porte se tenait Françoise Murat, sa voisine, et seule véritable amie. « Ma petite Élise, tu as une mine épouvantable. » Françoise était une femme ronde et chaleureuse qui tenait la boulangerie du coin. Veuve depuis 10 ans, elle avait pris Élise sous son aile protectrice dès son arrivée à Sarlat, ne posant jamais de questions indiscrètes sur ce passé mystérieux. « Entre, Françoise. Je vais nous faire du café. Raconte-moi tout. C'est à cause de Manon, c'est ça, son nouvel emploi. » Élise sursauta. « Comment tu sais ça? Elle m'a appelé avant toi. Cette petite était si excitée. Chez Dumas Industries, tu te rends compte? Une sacrée belle réussite pour notre petite. » Françoise s'installa dans la cuisine, pendant qu'Élise préparait le café d'une main tremblante. Comment lui expliquer? Comment dire qu'elle venait d'apprendre que sa fille travaillait pour l'homme qu'elle fuyait depuis 27 ans? « Élise, qu'est-ce qui se passe? Tu es blanche comme un linge. » Françoise, Élise s'assit en face de son amie, cherchant ses mots. « Il faut que je te dise quelque chose sur mon passé. Sur le père de Manon. » Pour la première fois en 27 ans, Élise se mit à parler. Elle raconta tout. L'amour fou pour Lucien, la grossesse, les lettres atroces, la fuite. Les mots sortaient en vrac, libérant des années de silence et de souffrance. « Mon Dieu !» murmura Françoise quand elle eut terminé. « Mais ma pauvre chérie, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Parce que j'avais honte. Honte d'avoir été si naïve, si stupide. Honte d'avoir cru qu'un homme comme lui pouvait vraiment aimer une fille comme moi. Mais enfin, Élise, tu ne crois pas qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire? Ces lettres qui arrivent comme par hasard juste après tes examens médicaux. » Élise secoua la tête, amère. « Tu ne comprends pas, Françoise. Sa mère m'avait prévenue dès le début. Elle m'avait dit que je n'étais qu'une passade pour son fils, que jamais il ne renoncerait à son avenir pour une fille du peuple. Et tu l'as cru. Quand j'ai reçu ces lettres, quand j'ai lu ce qu'il pensait vraiment de moi, comment ne pas la croire? » Françoise prit les mains de son amie dans les siennes. « Écoute-moi bien, je ne connais rien aux histoires compliquées des gens riches. Mais je sais reconnaître une mère qui aime son enfant. Et toi, ma petite Élise, tu as aimé Manon avec un amour si pur, si total, que ça ne peut venir que d'un grand amour, un amour vrai. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. « Qu'est-ce que je vais faire, Françoise? Si Lucien la voit, s'il comprend,
Tu vas faire ce que tu as toujours fait. Protéger ta fille, mais peut-être qu'il est temps d'arrêter de fuir. Non, Élise se leva brusquement. Non, tu ne comprends pas. Il ne doit jamais savoir, jamais. Manon est ma fille, ma seule famille. Je ne la laisserai pas me l'enlever. Mais enfin, il faut que j'aille à Paris. Il faut que je ramène Manon avant qu'il ne soit trop tard. Françoise la regarda avec inquiétude. Élise, réfléchis. Manon est une femme maintenant. Elle a le droit de savoir. Elle a le droit d'être heureuse. Et elle l'est, ici, avec moi, loin de tous ces mensonges. Élise monta dans sa chambre et sortit sa vieille valise de l'armoire. Ses gestes étaient nodes fébriles, paniqués. Elle jetait des vêtements au hasard, incapable de réfléchir calmement. 27 ans qu'elle s'était construite une nouvelle vie, qu'elle avait appris à sourire à nouveau, qu'elle avait trouvé un semblant de paix dans cette petite ville où personne ne posait de questions. Et voilà que tout s'effondrait parce que sa fille, sa précieuse Manon, avait eu la malchance de frapper à la mauvaise porte. Non, ce n'était pas de la malchance. C'était le destin qui se vengeait, le destin qui lui rappelait qu'on ne peut pas fuir éternellement son passé. Elle ferma sa valise d'un geste sec et redescendit. Françoise l'attendait dans le salon, l'air inquiet. « Tu es sûre de ce que tu fais ? » ?»« Non, mais je n'ai pas le choix. Et si tu te trompais, Élise ? Et si cet homme ne savait rien ? Et si sa mère avait tout manigancé ? » Élise s'arrêta net. Cette possibilité, elle l'avait envisagée 1000 fois au cours des années. Mais à quoi bon se faire du mal avec des hypothèses ? Le mal était fait, irréparable. Il est trop tard, Françoise, beaucoup trop tard. Il n'est jamais trop tard pour la vérité. Élise embrassa son amie et prit ses clés de voiture. 5 heures de route jusqu'à Paris. 5 heures pour préparer les mots qui sauveraient sa fille de la vérité qui pourrait la détruire. Car une chose était sûre, Lucien Dumas ne lui prendrait pas Manon. Jamais. Philippe Mercier n'avait pas changé en 27 ans. Toujours ce visage buriné de flic à la retraite, cette façon de porter son imperméable comme une seconde peau, et surtout ce regard perçant qui semblait radiographier les âmes. Il posa son dossier sur le bureau de Lucien, avec la solennité d'un médecin, annonçant un diagnostic fatal. « J'ai du nouveau, Lucien. Et crois-moi, tu vas avoir besoin de t'asseoir. » Cela faisait 48 heures que Lucien vivait dans un état second. 48 heures à observer Manon évoluer dans ses bureaux, à noter chacun de ses gestes, chacune de ses expressions. Et plus il la regardait, plus la ressemblance le frappait avec la violence d'une évidence. « Vas-y, Philippe, dis-moi tout. » Le détective ouvrit le dossier et en sortit plusieurs documents. Manon Lefebvre, née le 15 février 1998 à l'hôpital de Meaux. Mère, Élise Lefebvre, profession couturière. Père, inconnu. Lucien sentit son sang se glacer. 15 février 1998. Il compta rapidement. Exactement 9 mois après la disparition d'Isabelle. Continue, murmura-t-il, la bouche sèche. Voici où ça devient intéressant. Philippe sortit une autre feuille. Élise Lefebvre n'existe dans aucun registre français avant 1997. Aucune trace de naissance, de scolarité, de sécurité sociale. Cette femme est apparue du jour au lendemain, comme par magie. Tu veux dire ? Je veux dire que c'est une identité forgée, parfaitement légale. Remarque, changement d'état civil en bonne et due forme, mais effectué dans des circonstances troubles. En juillet 1997, une certaine Isabelle Fournier, 18 ans, a demandé un changement de nom pour « raison personnelle grave ». Le dossier glissa des mains de Lucien. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une netteté douloureuse. Isabelle était vivante. Elle avait été enceinte. Elle avait donné naissance à leur enfant. « Mon Dieu !» souffla-t-il. « Elle a eu notre bébé. Il y a plus. » Philippe sortit une photo. « J'ai réussi à obtenir ça par un contact à la mairie de Sarlat. C'est Élise Lefebvre, prise lors du renouvellement de sa carte d'identité l'année dernière. » Lucien prit la photo d'une main tremblante. Le temps s'arrêta. C'était bien Isabelle, vieillie, fatiguée, marquée par les années, mais c'était elle. Ses yeux verts avaient perdu leur éclat d'autrefois, creusés par une tristesse profonde. Mais c'était elle. 27 ans, murmura-t-il. 27 ans qu'elle vit à quelques heures de Paris sous un faux nom. Et ce n'est pas tout. Philippe posa sur le bureau des relevés bancaires. Élise Lefebvre mène une vie simple, très simple, revenu modeste, pas d'économie, pas de voyage. Une vie de pénitence, on dirait,
comme si elle se punissait de quelque chose. Lucien ne l'écoutait plus. Il fixait la photo d'Isabelle, bouleversé par ce visage qu'il avait cru ne jamais revoir. Tant d'années perdues, tant d'amour gâché. Et Manon, sa fille, qui travaillait pour lui sans savoir qui il était. Un coup frappé à la porte le fit sursauter. Margot passa la tête. « Monsieur Dumas, Mademoiselle Lefebvre souhaiterait vous voir. » Elle dit que c'est important. Le cœur de Lucien s'emballa. Il rangea précipitamment les documents. « Fais-la entrer, Philippe. On reprend ça plus tard. »« Bien sûr. Mais Lucien, réfléchis bien avant d'agir. Cette histoire a déjà fait assez de dégâts. » Philippe sortit par une porte dérobée, tandis que Manon entrait. Elle semblait préoccupée, moins rayonnante que les jours précédents. « Monsieur Dumas, pardonnez-moi de vous déranger. Je sais que vous êtes très occupé, mais... Asseyez-vous, Manon. Que puis-je pour vous ?» Elle s'installa en face de lui, et Lucien dut lutter contre l'envie de la serrer dans ses bras. Sa fille, mon Dieu, c'était sa fille. C'est au sujet de ma mère. Elle se comporte de façon très étrange depuis que je lui ai parlé de mon emploi ici. Lucien sentit sa gorge se serrer. Étrange comment? Elle m'appelle sans arrêt. Elle pose des questions bizarres sur vous, sur l'entreprise. Hier soir, elle m'a même demandé si je ne préférais pas chercher du travail ailleurs. C'est pas son genre. Ma mère a toujours été mon plus grand soutien. Peut-être est-elle simplement inquiète pour vous? Paris, c'est un grand changement. Manon secoua la tête. Cette façon si familière qu'avait Isabelle quand elle réfléchissait intensément. Non, c'est autre chose. J'ai l'impression qu'elle me cache quelque chose d'important. Lucien choisit ses mots avec précaution. Votre mère, elle ne vous a jamais parlé de votre père. Le visage de Manon se ferma légèrement. Si, bien sûr. Enfin, pas vraiment selon elle. C'était un homme qui l'a abandonnée quand il a appris qu'elle était enceinte. Un lâche, quoi. Mais parfois j'ai l'impression qu'elle ne me dit pas tout. Pourquoi dites-vous ça? Parce que quand elle parle de lui, elle a les larmes aux yeux. On ne pleure pas un homme qui vous a fait du mal. Si, on le déteste, on l'oublie, mais on ne pleure pas. La perspicacité de Manon le troubla profondément. Cette intelligence émotionnelle, elle la tenait d'Isabelle. Vous aimeriez le connaître, votre père? Manon hésita longuement avant de répondre. Oui et non, oui, parce que c'est normal de vouloir savoir d'où on vient, mais non aussi, parce que si c'est vraiment un salaud qui a abandonné ma mère enceinte, et s'il ne savait pas, s'il n'avait jamais su qu'il avait un enfant, les yeux verts de Manon s'écarquillèrent. Vous pensez que c'est possible? Tout est possible, Manon. Les histoires d'amour ne finissent pas toujours comme on le croit. Un silence étrange s'installa entre eux. Lucien avait l'impression que sa fille devinait quelque chose, qu'une partie d'elle-même reconnaissait une vérité encore inexprimée. « Monsieur Dumas, puis-je vous poser une question indiscrète ?»« Bien sûr, vous n'avez jamais eu d'enfant. » La question le prit de court. Il faillit tout avouer, là, tout de suite, lui dire qu'elle était sa fille, qu'il l'avait cherchée pendant 27 ans, qu'il l'aimait déjà plus que sa propre vie. « J'ai perdu quelqu'un, il y a longtemps, la femme que j'aimais, elle était enceinte quand elle a disparu. » Manon le regarda avec une compassion qui lui brisa le cœur. « Je suis désolée, ça a dû être terrible. Ça l'est encore, chaque jour. Vous ne l'avez jamais retrouvée. Non, mais parfois, le destin nous offre des secondes chances. Parfois, ce qu'on croyait perdu à jamais nous revient sous une forme différente. » Manon fronça les sourcils, comme si elle cherchait à déchiffrer le sens caché de ses paroles. « Vous parlez comme un homme qui a retrouvé l'espoir. Peut-être. » Un nouveau silence, plus lourd cette fois. Lucien sentait que le moment de vérité approchait, inexorable, mais il fallait y aller doucement, ne pas tout détruire par précipitation. « Manon, si votre mère continue à se comporter bizarrement, n'hésitez pas à venir me voir. Parfois, les parents ont besoin d'aide pour avouer leurs secrets. Merci, vous êtes vraiment quelqu'un de bien, monsieur Dumas. » Après son départ, Lucien resta seul dans son bureau, bouleversé. Sa fille, sa petite fille qui était devenue cette femme remarquable. Combien de pas perdus, combien de mots non dits, combien de câlins manqués. Il prit son téléphone et rappela Philippe. « Philippe, j'ai besoin que tu surveilles discrètement Élise Lefebvre. Je crois qu'elle va tenter quelque chose. Tu veux que je l'empêche de venir à Paris? Non, je veux savoir quand elle arrive, parce que cette fois,
Elle ne m'échappera pas. Cette fois, nous allons avoir cette conversation que nous aurions dû avoir il y a 27 ans. Il raccrocha et se dirigea vers la fenêtre. Quelque part dans cette ville, Manon découvrait sa nouvelle vie, ignorant que son père la regardait de loin avec un amour immense et une peur panique. Et quelque part sur la route entre Sarlat et Paris, Isabelle roulait vers un destin qu'elle avait fui pendant 27 ans. Bientôt, très bientôt, ils seraient enfin réunis, tous les trois. Le téléphone vibra pour la 5e fois en 2 heures. Manon regarda l'écran et soupira. Encore sa mère. Ah. Depuis 3 jours, Élise l'appelait sans cesse, posant des questions de plus en plus étranges sur son travail, sur Lucien Dumas, sur l'entreprise, un comportement complètement inhabituel pour cette femme d'ordinaire si discrète sur sa vie professionnelle. « Allô maman, ma chérie, comment ça va? Tu n'es pas trop fatiguée? Maman, tu m'as appelé ce matin, et hier soir, et avant-hier. Qu'est-ce qui se passe? » Un silence gêné au bout du fil. « Rien, c'est juste que, ce monsieur Dumas, il est comment avec toi? Il ne te fait pas de réflexion déplacée? » Manon fronça les sourcils. Sa mère n'avait jamais été du genre à s'inquiéter pour des broutilles. « Maman, qu'est-ce que tu vas chercher? Monsieur Dumas est parfaitement correct. Même plus que ça, il est attentionné. Attentionné. » La voix d'Élise monta d'un ton. « Comment ça, attentionné? » Ben, il s'intéresse à mon travail. Il me demande si je me plais à Paris, si je n'ai besoin de rien. C'est un bon patron, quoi. Manon, Élise hésita longuement. Tu ne crois pas que tu serais mieux dans une entreprise plus petite, plus humaine? Qu'est-ce que tu racontes? Tu étais la première à être fière quand je t'ai dit que j'avais décroché ce poste. Oui, mais Paris, c'est loin. Et puis, ces grandes entreprises, on ne sait jamais sur qui on tombe. Manon sentit l'agacement monter. Depuis son adolescence, sa mère l'avait toujours encouragée à viser haut, à ne pas se contenter de la petite vie tranquille de Sarlat. Et voilà qu'elle lui tenait un discours complètement opposé. « Maman, je ne te reconnais pas. Qu'est-ce qui t'arrive vraiment? »« Rien !» Élise avait crié presque. « Rien du tout. Je m'inquiète pour ma fille, c'est normal, non ?» Après avoir raccroché, Manon resta songeuse dans son petit studio du 11e arrondissement. Quelque chose clochait. Sa mère mentait. C'était évident. Mais pourquoi? Chez Colette Dumas, maison de retraite médicalisée à 79 ans, Colette Dumas n'était plus que l'ombre de la femme hautaine qui avait régné sur le gratin parisien. Alzheimer grignotait ses souvenirs avec une cruauté méthodique, ne lui laissant que des bribes d'un passé qu'elle avait voulu parfait. « Les lettres » murmurait-elle en fixant le plafond de sa chambre. « Il faut que je dise, pour les lettres, l'infirmière, habituée à ses divagations, n'y prêtait plus attention. Mais ce jour-là, Lucien était là. Il était venu voir sa mère pour la première fois depuis des mois, poussé par un mélange de culpabilité et de colère. « Maman !» Il s'assit près du lit médicalisé. « Tu m'entends ?» Colette tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux, autrefois si perçants, avaient cette opacité laiteuse de ceux qui voient au-delà du présent. « Lucien, mon petit garçon. »« Oui, maman. C'est moi. Il faut que je te dise. » Elle agrippa sa main avec une force surprenante. La petite aux yeux verts. Elle avait un bébé. Le cœur de Lucien s'emballa. Quelle petite maman! Isabelle, si jolie, mais pas pour toi, pas de notre monde. Ces mots se mélangeaient, passant du présent au passé sans logique apparente. J'ai écrit les lettres. Pour te protéger. Quelles lettres, maman? Mais Colette avait déjà replongé dans ses limbes, marmonnant des phrases incohérentes. Lucien resta un long moment à l'observer, partagé entre la pitié et une rage sourde. Cette femme avait détruit 3 vies par orgueil, et maintenant elle se perdait dans ses remords. « Le bébé » chuchota-t-elle soudain. « Le bébé a ses yeux, les mêmes yeux ?» Lucien sentit un frisson le parcourir. Dans ces moments de lucidité, sa mère parlait-elle de Manon? Avait-elle deviné? « Maman, écoute-moi bien, tu parles de quel bébé ?» Mais Colette s'était rendormie, emportant ses secrets dans les méandres de sa mémoire défaillante. Bureau de Lucien. Fin d'après-midi. Philippe, tu as du nouveau? Le détective venait d'entrer dans le bureau, l'air soucieux. Élise Lefebvre a quitté Sarlat ce matin. Direction Paris, elle devrait arriver en fin de soirée. Lucien sentit son estomac se nouer. Elle vient pour Manon. Probablement. Lucien,
Il faut que je te pose une question. Qu'est-ce que tu comptes faire quand tu la verras? Lui demander la vérité, savoir pourquoi elle est partie, pourquoi elle m'a caché l'existence de notre fille. Et si elle refuse de parler? Lucien se leva et marcha vers la fenêtre. Dehors, Paris s'illuminait dans la nuit tombante. Alors je lui dirai que j'ai compris, que Manon est ma fille, et que cette fois, elle ne m'échappera pas. Fais attention, Lucien. 27 ans de mensonges. Ça ne se défait pas en une conversation. Cette femme a construit sa vie autour de ce secret. Un coup frappé à la porte interrompit leur conversation. Margot entra, suivie de près par Manon qui semblait bouleversée. « Monsieur Dumas, pardonnez-moi, mais mademoiselle Lefebvre insistait. »« Ce n'est rien, Margot. Laissez-nous. » Philippe salua discrètement et sortit. Manon s'approcha du bureau, les yeux rougis. « Monsieur Dumas, je suis désolée de vous déranger encore. Mais j'ai besoin de parler à quelqu'un. Que se passe-t-il? C'est ma mère. Elle arrive à Paris, ce soir, sans prévenir, sans explication. Elle a juste dit qu'elle devait me voir d'urgence. » Lucien fit de son mieux pour paraître surpris. « C'est peut-être important, une urgence familiale. » « Non, c'est ça le problème. » Manon s'assit, visiblement troublée. Depuis que je lui ai parlé de mon travail ici, elle n'est plus la même. Et aujourd'hui, elle m'a posé des questions vraiment bizarres. Quel genre de questions? Sur vous? Sur votre âge? Votre famille? Votre passé? Comme si elle vous connaissait. Le cœur de Lucien manqua un battement. Vous lui avez dit mon nom. Bien sûr, Lucien Dumas. Et là, j'ai eu l'impression qu'elle allait s'évanouir. Lucien se força à rester calme. Mais intérieurement, c'était le chaos. Isabelle savait. Elle avait toujours su. Et maintenant, elle accourait pour protéger Manon de la vérité. « Monsieur Dumas », Manon le regarda droit dans les yeux. « J'ai l'impression que vous me cachez quelque chose, vous aussi. Que voulez-vous dire? Hier, quand vous m'avez parlé de cette femme que vous aviez perdue, la femme enceinte, j'ai senti quelque chose, comme si cette histoire me concernait. » Lucien sentit sa gorge se serrer. L'intelligence de Manon le stupéfiait. Elle devinait, sans comprendre encore. Parfois, nos histoires se font écho, Manon. Parfois, ce qu'on croit être des coïncidences sont en fait. Quoi? Le destin qui remet les choses à leur place. Manon se leva et marcha vers la fenêtre, exactement comme Lucien le faisait quand il réfléchissait. Ce geste, si familier, lui serra le cœur. « Monsieur Dumas, puis-je vous dire quelque chose de fou? Dites-moi tout. Depuis que je travaille ici, depuis que je vous connais, j'ai l'impression d'être chez moi, comme si j'avais toujours appartenu à cet endroit. C'est stupide, non? Non, Manon, ce n'est pas stupide du tout. » Elle se retourna vers lui, et dans ses yeux verts, Lucien lut une question muette. Une question qu'elle n'osait pas encore formuler. « Que va-t-il se passer quand ma mère arrivera ?» demanda-t-elle finalement. « La vérité, Manon. Je crois que le moment est venu pour la vérité. » Quelle vérité? Lucien se leva et s'approcha d'elle. Il avait envie de la prendre dans ses bras, de lui dire qu'il était son père, qu'il l'aimait, qu'il ne la laisserait plus jamais partir. Celle que votre mère vous cache depuis 26 ans. Celle qui explique pourquoi elle a si peur que vous travailliez pour moi. Vous la connaissez? Je l'ai connue il y a très longtemps. Manon écarquilla les yeux. C'est pour ça qu'elle vient? Parce qu'elle sait que vous, votre mère et moi avons une histoire, Manon. Une histoire qui n'a jamais été terminée. Les larmes montèrent aux yeux de la jeune femme. Mon père, c'est vous? Lucien ferma les yeux. Le moment était venu. Plus de mensonges, plus de faux semblants. Je le crois. Oui, je le crois de tout mon cœur. Manon chancela. Lucien la rattrapa avant qu'elle ne tombe, la serrant contre lui pour la première fois. Sa fille, sa fille dans ses bras. Mon Dieu, murmura-t-elle contre son épaule. Mon Dieu, c'est pour ça. Pour ça quoi? Pour ça que j'ai tout de suite eu confiance en vous. Pour ça que je me sens bien ici. Ils restèrent enlacés un long moment, savourant ces retrouvailles qu'ils attendaient, sans le savoir depuis 26 ans. Dehors, la nuit était tombée, et quelque part dans Paris, Isabelle se rapprochait, prête à tout pour protéger le secret qui venait enfin d'éclater au grand jour. Élise gara sa vieille Citroën dans une rue sombre du 11e arrondissement, les mains tremblantes sur le volant. 5 heures de route pour arriver à ce moment qu'elle redoutait depuis 27 ans. Paris l'entourait de ses lumières hostiles, cette ville où elle avait été si heureuse et si malheureuse à la fois.
Elle leva les yeux vers les fenêtres éclairées de l'immeuble de Manon. Sa fille était là, quelques étages au-dessus, ignorant encore que sa vie allait basculer. Élise ferma les yeux et revit le visage de Lucien tel qu'il était en 1997. Ce sourire tendre quand il posait la main sur son ventre, ces projets d'avenir qu'ils échafaudaient ensemble. Tout cela avant que les lettres cruelles ne détruisent ses illusions. Son téléphone vibra. Un message de Manon. « Maman, tu es arrivée. J'ai à te parler. C'est important. » Le cœur d'Élise s'emballa. Que savait sa fille? Lucien avait-il déjà parlé? Tour du mât. Même moment 20 étages plus haut. Tage. Lucien faisait les 100 pas dans son bureau, incapable de se concentrer. Manon était partie depuis 1 heure, bouleversée par leur révélation. « J'ai besoin de réfléchir », avait-elle dit avant de s'enfuir. « J'ai besoin de comprendre. » Philippe l'observait avec inquiétude depuis son fauteuil. « Tu aurais dû attendre qu'Élise arrive. » Leur laisser le temps de se préparer. 27 ans, Philippe. Lucien s'arrêta net face à la fenêtre. 27 ans que j'attends. Tu crois que j'allais laisser passer cette chance? Et si Manon ne supporte pas la vérité, si elle t'en veut de l'avoir abandonnée? Je ne l'ai pas abandonnée. La voix de Lucien claqua comme un fouet. Je ne savais même pas qu'elle existait. Elle ne le sait pas. Pour elle, tu es l'homme qui a laissé tomber sa mère enceinte. Lucien se massa les tempes. Philippe avait raison. Dans sa précipitation à retrouver sa fille, il avait peut-être tout gâché. Mais comment faire autrement? Comment résister à l'envie de lui dire qu'il l'aimait déjà, qu'il avait rêvé d'elle pendant des décennies? Son téléphone sonna, un numéro qu'il ne connaissait pas. Allô, Lucien Dumas, une voix de femme, tremblante mais déterminée. Le sang de Lucien se figea. Cette voix, après 27 ans, il la reconnaissait encore. Isabelle. Un silence lourd, chargé de toutes les années perdues. Il faut qu'on se voie. Tout de suite. Où? Square Émile Chotan, dans 1 heure. Et Lucien, viens seul. Elle raccrocha. Lucien resta un moment l'appareil à la main. Le cœur battant la chamade, enfin, après 27 ans de questions sans réponse, il allait enfin savoir. Appartement de Manon. 22h30, Manon tournait en rond dans son studio, l'esprit en ébullition, son père. Lucien Dumas était son père. Cette évidence qui lui avait échappé pendant des jours lui paraissait maintenant criante. Cette familiarité immédiate, cette complicité naturelle, cette façon qu'il avait de la regarder avec tant de tendresse, elle prit son téléphone et composa le numéro de sa mère. « Maman, où es-tu? En bas de chez toi, ma chérie? Je monte. » Quelques minutes plus tard, Élise frappait à la porte. Quand Manon lui ouvrit, elle eut un choc. Sa mère avait vieilli de 10 ans en 1 semaine. Ses traits étaient tirés, ses yeux cernés, et cette expression de panique qu'elle n'avait jamais vue. « Maman, qu'est-ce qui t'arrive ?» Élise entra et s'effondra sur le canapé, comme si ses jambes ne la portaient en plus. « Il faut qu'on parle, Manon. Qu'on parle vraiment. »« Oui, il faut. » Manon s'assit en face d'elle. « Parce que moi aussi, j'ai des choses à te dire. » Les 2 femmes se regardèrent, chacune devinant que l'autre savait. « Maman !» Manon prit une profonde inspiration. « Lucien Dumas est mon père. » « N'est-ce pas ?» Élise ferma les yeux, vaincue. « Comment tu... » Il me l'a dit, enfin, pas exactement, mais j'ai compris. Mon Dieu. Élise enfouit son visage dans ses mains. J'étais venue pour t'empêcher de découvrir la vérité, et c'est déjà trop tard. Pourquoi, maman? La voix de Manon se durcit. Pourquoi tu m'as menti pendant 26 ans? Pourquoi tu m'as fait croire qu'il nous avait abandonnés? Élise releva la tête, les yeux pleins de larmes. Parce qu'il nous a abandonnés. Parce qu'il m'a rejetée quand il a appris que j'étais enceinte. Non. Manon se leva d'un bond. Non. Maman, il m'a dit qu'il t'avait cherché partout, qu'il ne savait même pas que tu étais enceinte. Il ment. Élise sortit une enveloppe froissée de son sac. Regarde ce qu'il m'a écrit. Elle tendit à Manon plusieurs lettres jaunies. La jeune femme les parcourut rapidement et son visage se décomposa. Les mots étaient cruels, impitoyables, petite opportuniste, erreur de jeunesse, je ne veux pas de cet enfant, je ne comprends pas, murmura Manon. Ce n'est pas l'homme que je connais, celui qui m'emploie est calculateur, manipulateur. Élise se leva à son tour. Tu crois qu'il t'a engagé par hasard? Tu crois que c'est une coïncidence s'il s'intéresse tant à toi? Manon sentit le doute s'insinuer en elle.
Et si sa mère avait raison? Et si Lucien jouait un jeu pervers? Pourquoi il ferait ça? Parce qu'il a découvert qui tu étais. Parce qu'il veut peut-être se racheter, ou pire, te manipuler comme il m'a manipulé. Et Square Émile Chotan, 23h. Lucien était arrivé en avance et attendait sur un banc, sous un réverbère. Le square était désert, silencieux. Il scrutait chaque ombre, chaque mouvement. Et soudain, elle apparut. Isabelle, plus âgée, marquée par la vie, mais toujours cette démarche gracieuse qu'il avait tant aimée. Elle s'approcha lentement, et ils se retrouvèrent face à face pour la première fois depuis 27 ans. « Tu as bien vieilli », dit-elle avec une amertume à peine dissimulée. « Toi aussi. » Sa voix était rauque d'émotion. « Tu es magnifique. » Ne commence pas, Lucien. Ils s'assirent à distance respectable l'un de l'autre, comme deux étrangers qui se seraient connus autrefois. « Pourquoi ?» La question jaillit malgré lui. « Pourquoi tu es parti ? Pourquoi tu ne m'as rien dit pour le bébé ?» Isabelle le regarda avec une expression de pure incrédulité. « Tu oses me demander ça, après les lettres que tu m'as envoyées ? » « Quelles lettres ? Ne joue pas au plus malin avec moi. » Sa voix monta dans la nuit. « Ces lettres infectes où tu me traitais de tous les noms, où tu disais que tu ne voulais pas de notre enfant. » Lucien la regarda, abasourdi. « Isabelle, je n'ai jamais écrit de lettres. Jamais, quand tu as disparu. J'ai remué ciel et terre pour te retrouver. Menteur, je ne mens pas. » Il se leva, agité. « Je t'aimais, je t'aime encore. Je n'aurai jamais. Alors explique-moi ça. » Elle sortit les mêmes lettres que celles qu'elle avait montrées à Manon. « Explique-moi comment ces lettres sont arrivées chez moi avec ta signature. » Lucien prit les documents d'une main tremblante. Au fur et à mesure qu'il lisait, son visage se décomposait, ces mots atroces, cette cruauté. Et pourtant, c'était bien son écriture, ou plutôt, une parfaite imitation. « Ce n'est pas moi, » murmura-t-il. « Isabelle, je te jure que ce n'est pas moi qui ai écrit ça. » Pongy alors, qui d'autre connaissait notre histoire? Qui d'autre savait que j'étais enceinte? La vérité frappa Lucien comme une gifle. Il revit sa mère, ses objections constantes à leur relation, sa façon de mépriser Isabelle. Colette, bien sûr que c'était Colette. « Ma mère, » souffla-t-il. « C'est ma mère qui a fait ça. Ta mère. » Isabelle éclata d'un rire amer. « Toujours ta mère. Tu n'assumes jamais rien. Isabelle, écoute-moi. » Il lui prit les mains, qu'elle retira aussitôt. Elle était capable de ça. Elle t'a toujours détesté. Elle trouvait que tu n'étais pas de notre milieu. Et toi, tu n'as jamais rien vu, rien deviné. Non. Il se passa une main dans les cheveux, désespéré. J'étais aveuglée par l'amour. Je croyais qu'elle finirait par t'accepter. Isabelle se leva et marcha vers les arbres. 27 ans, Lucien. 27 ans que je vis avec cette blessure. 27 ans que je me dis que l'homme que j'aimais le plus au monde m'a brisé le cœur. Et moi, il l'a suivi. Tu crois que j'ai moins souffert? Tu crois que j'ai vécu heureux en pensant que tu m'avais quitté sans un mot? Il se faisait face maintenant, le visage ruisselant de larmes. « Manon, » murmura Lucien, « notre fille, elle est magnifique. Elle n'est pas à toi. » La voix d'Isabelle claqua dans la nuit. « Tu as perdu ce droit le jour où tu m'as écrit ces horreurs. Mais puisque je te dis que ce n'était pas moi, prouve-le. » Lucien resta silencieux. Comment prouver l'innocence après 27 ans? Comment convaincre une femme dont la vie entière avait été construite sur cette trahison? « Je vais partir, » dit finalement Isabelle. « Je vais emmener Manon loin d'ici. Tu ne la reverras plus. »« Non !» Il lui barra le passage. « Non, Isabelle. Non. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Cette fois, nous allons découvrir la vérité. » La vérité? Elle eut un sourire triste. La vérité, c'est que nous nous sommes perdus, Lucien, et que rien ne pourra jamais réparer ça. Elle s'éloigna dans la nuit, laissant Lucien seul avec ses regrets et sa détermination farouche. Une chose était sûre, cette fois, il ne la laisserait pas partir, quitte à révéler tous les secrets de sa famille. Lucien poussa les portes de la maison de retraite avec une violence contenue. Il était 4 heures du matin, mais il avait réveillé le directeur, usé de son influence, et de quelques billets pour obtenir l'autorisation de voir sa mère. Les couloirs sentèrent le désinfectant et la mort lente. Ses pas résonnaient sur le carrelage froid, tandis qu'une rage sourde montait en lui. 27 ans. 27 putains d'années de mensonges. Il ouvrit brutalement la porte de la chambre 237.
Colette était éveillée, assise dans son lit, comme si elle l'attendait. Ses yeux vitreux retrouvèrent une lueur d'intelligence quand elle le vit. « Lucien, mon petit garçon, ne m'appelle plus jamais comme ça. » Sa voix était glaciale. « Plus jamais. » Il s'approcha du lit et sortit les lettres de sa poche. Colette tressaillit en les voyant, un éclair de panique traversant son regard sénile. « Tu les reconnais, maman ?» Il agita les feuilles jaunies sous son nez, ces petits chefs-d'œuvre de manipulation que tu as pondus il y a 27 ans. Je ne sais pas de quoi tu parles. Menteuse, il abattit son poing sur la table de chevet, faisant sursauter la vieille femme. « Tu vas me dire la vérité, toute la vérité ?» Colette se recroquevilla dans son lit, soudain fragile et pathétique. Mais Lucien n'éprouvait aucune pitié. Cette femme avait détruit sa vie, celle d'Isabelle, et privé Manon d'un père pendant 26 ans. Comment tu as su ? Il s'assit sur la chaise, mais resta tendu, prêt à bondir. Comment tu as su qu'elle était enceinte ? Les analyses, la voix de Colette n'était qu'un murmure. J'ai intercepté les résultats, à la clinique, et alors, qu'est-ce que ça pouvait te foutre qu'elle soit enceinte ? Cette fille, Colette retrouva un peu de sa morgue d'autrefois. Cette petite roturière allait ruiner ton avenir, t'enchaîner à vie. Mon avenir, Lucien explosa. Tu parles de mon avenir, et le sien, et celui de mon enfant. Tu y as pensé. Un enfant de cette femme. Colette cracha presque les mots. Ce n'était pas digne de notre famille. Lucien sentit une envie meurtrière monter en lui. Il dut se retenir pour ne pas gifler cette vieille femme venimeuse. Raconte-moi tout. Depuis le début, comment tu as organisé tout ça ? Colette ferma les yeux, comme si elle replongeait dans ses souvenirs. Quand j'ai vu les résultats, j'ai su qu'il fallait agir vite. J'ai attendu qu'elle sorte de chez toi un matin. Je l'ai suivie jusqu'à la fac. Et je lui ai parlé. Je lui ai dit que tu m'avais tout avoué, que tu étais dans une situation impossible, que tes fiançailles avec Hélène de Montclair étaient sur le point d'être annoncées. Lucien ricana amèrement. Hélène de Montclair, la fille de famille que sa mère lui destinait depuis l'enfance. Cette union arrangée qu'il avait toujours refusée. Elle ne t'a pas cru. Non. Au début, elle disait que tu l'aimais, que vous alliez vous marier. Colette eut un sourire mauvais. Alors j'ai sorti l'artillerie lourde. Les lettres. J'avais passé des heures à imiter ton écriture. Des heures à trouver les mots qui feraient le plus mal. Tu es ignoble. J'étais efficace. Colette retrouva son ton hautain. Quand elle a lu ces lettres, quand elle a vu ta signature, elle s'est effondrée. Complètement. Lucien imagina Isabelle à 18 ans, enceinte et terrifiée, découvrant ces mots atroces. Son cœur se serra. Qu'est-ce que tu lui as dit d'autre ? Que si elle restait, tu la ferais passer pour une menteuse, que jamais tu ne reconnaîtrais cet enfant, que tu avais les moyens de lui pourrir la vie. Et elle est partie, comme un animal blessé. Colette sembla savourer ce souvenir. Elle pleurait tellement qu'elle pouvait à peine marcher. La rage de Lucien atteignit un niveau qu'il ne se connaissait pas. Il se leva d'un bond, renversant sa chaise. « Tu l'as détruite. Tu nous as tous détruits. » Pourquoi ? Pour tes putains de convenances bourgeoises. Pour toi ? Colette tenta de se redresser. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi, pour ton avenir, pour notre famille. Notre famille. Lucien éclata d'un rire hystérique. Quelle famille ? Je n'ai plus de famille. Plus de femme. Plus d'enfants. Tu as tout détruit. Tu as eu une belle carrière. Tu es riche, respecté. Je suis seule. Il hurla si fort qu'une infirmière passa la tête par la porte. Seule depuis 27 ans. Tu m'as volé l'amour de ma vie. Tu m'as volé ma fille. Colette le regarda avec une expression étrange. Entre incompréhension et terreur. Ta fille. Oui, Manon. Elle a eu notre enfant. Et pendant 26 ans, j'ai cru que j'étais stérile, que jamais je n'aurais de descendance. Manon. Colette répéta le prénom comme si elle le goûtait. Elle te ressemble. Elle a les yeux de sa mère. Et mon caractère et ton intelligence diabolique, probablement. Sa voix était pleine d'amertume. Elle travaille pour moi maintenant, sans savoir qui je suis, grâce à toi. Colette sembla soudain réaliser l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Son visage se décomposa. Je ne savais pas qu'elle était revenue. Elle n'est pas revenue. Elle ne savait même pas que j'existais. C'est le hasard, le putain de hasard qui nous a réunis. Lucien, mon chéri, je suis désolée.
Désolé. Il se pencha vers elle, le visage déformé par la colère. Tu es désolé? Tu crois que ça va tout arranger? 27 ans de souffrance. Et tu es désolé. Des larmes coulaient maintenant sur les joues flétries de Colette. Pour la première fois depuis des décennies, elle semblait réellement consciente du mal qu'elle avait causé. Je voulais juste te protéger. Me protéger de quoi? Du bonheur? De l'amour, de la paternité, de cette fille qui n'était pas. Pas quoi? Pas assez bien pour ton fils. Lucien s'agenouilla près du lit, forçant sa mère à le regarder. Écoute-moi bien, maman. Isabelle valait 1000 fois toutes tes amies du 16e. Elle était pure, généreuse, aimante. Tout ce que tu n'es pas. Lucien. Et Manon, ma fille. Elle est extraordinaire, brillante, belle. Tout ce que j'aurais pu espérer. Et j'ai raté sa naissance, ses premiers pas, ses premiers mots, ses chagrins d'enfant. Tout, à cause de toi. Colette pleurait maintenant sans retenue. Des sanglots de vieille femme qui comprend enfin l'étendue de ses erreurs. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» gémit-elle. « Comment réparer? Tu ne peux pas. » Lucien se releva, épuisé. « Il n'y a rien à réparer. Tu as cassé 3 vies, pour toujours. Les lettres. » Colette tendit une main tremblante vers lui. « Je peux dire que c'était moi. Tu crois qu'Isabelle va te croire? Après 27 ans, tu crois qu'elle va pardonner? Et Manon apprendra la vérité, toute la vérité, y compris sur sa grand-mère chérie. » Colette se recroquevilla encore plus dans son lit, comme si elle voulait disparaître. « Je vais mourir bientôt, » murmura-t-elle. « L'Alzheimer ?» Le médecin dit. « Parfait. » Sa voix était d'un froid polaire. « Au moins, tu n'auras pas à voir les dégâts jusqu'au bout. Lucien, je t'en supplie, pardonne-moi. » Il la regarda une dernière fois. Cette femme qu'il avait élevée, qu'il avait aimée à sa façon tordue, qui avait voulu le protéger au point de détruire sa vie. « Non, maman, je ne te pardonne pas, et je ne te pardonnerai jamais. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Ah, et si jamais tu as un moment de lucidité avant de mourir, pense à ça. Ton petit-fils ou ta petite-fille qui ne te connaîtra jamais. Pense à toutes les générations futures qui grandiront en ignorant ton existence. C'est ça, ton véritable héritage. » Il sortit, laissant Colette seule avec ses remords et ses larmes. Dans le couloir, l'infirmière l'attendait. « Monsieur Dumas, votre mère, elle va bien. Ma mère est morte il y a 27 ans. » Cette femme n'est qu'une étrangère. Il quitta la maison de retraite avec les lettres dans sa poche. Des preuves de l'innocence qu'Isabelle refusait de voir. Maintenant, il fallait convaincre la femme qu'il aimait que leur amour avait été détruit par une tierce personne, qu'ils avaient été victimes d'une manipulation cruelle. Et surtout, il fallait sauver Manon de la colère de sa mère avant qu'Isabelle ne l'emmène loin de lui pour toujours. L'aube se levait sur Paris quand Lucien remonta dans sa voiture. Une aube nouvelle, peut-être, ou le dernier jour de sa dernière chance de bonheur. L'aube filtrait à travers les rideaux du studio de Manon quand Élise termina son récit. Elle avait tout dit, les lettres, la fuite, les années de silence. Sa fille l'avait écoutée sans l'interrompre, le visage fermé, oscillant entre compassion et colère. « Alors tu vois, » conclut Élise d'une voix brisée, « ton père nous a abandonnés, et maintenant, il joue les hommes repentis. Mais c'est trop tard, beaucoup trop tard. » Manon se leva et marcha vers la fenêtre. En bas, Paris s'éveillait lentement, quelque part dans cette ville. Lucien Dumas pensait à elle. Était-ce vraiment l'homme cruel des lettres, ou le père attentionné qu'elle avait appris à connaître? « Maman, ces lettres, tu es sûre qu'elles viennent de lui ?» Élise sursauta. « Comment peux-tu en douter? C'est son écriture, sa signature. Mais enfin, réfléchis. » Manon se retourna vers sa mère. « L'homme que je côtoie depuis une semaine ne correspond pas du tout à celui de ces lettres. Il est manipulateur. » Élise se leva d'un bond. « Tu ne comprends pas. Il a découvert qui tu étais. Il joue un rôle. Quel intérêt aurait-il à faire ça? Je ne sais pas. Le remords, l'envie de se racheter, ou pire, la volonté de nous détruire définitivement. » Manon secoua la tête. Quelque chose ne collait pas dans cette histoire. Les incohérences s'accumulaient, et plus elle y réfléchissait, plus elle doutait. « On part, » déclara soudain Élise. « On rentre à Sarlat ce matin. »« Non, pardon. J'ai dit non, maman. » La voix de Manon était ferme. « Je ne partirai pas sans avoir la vérité.
la vérité. Mais je viens de te la dire, ta version de la vérité. Maintenant, je veux entendre la sienne. Élise pâlit. Manon, je t'interdis de le revoir. Tu ne peux rien m'interdire. Pour la première fois de sa vie, Manon haussa le ton contre sa mère. J'ai 26 ans. Je suis assez grande pour décider par moi-même. Le téléphone de Manon vibra. Un message de Lucien. Il faut qu'on se parle tous les trois. J'ai des choses importantes à vous montrer. Élise lut par-dessus l'épaule de sa fille et devint livide. N'y va pas, je t'en supplie. Au contraire. Manon attrapa sa veste. Il est temps que cette histoire se termine. Tour du mas. 9h du matin, Lucien faisait les 100 pas dans son bureau depuis l'aube. Les lettres de Colette étaient étalées sur sa table. Accusatrice. Il avait aussi imprimé tous les documents que Philippe avait rassemblés, les preuves du changement d'identité d'Isabelle, les dates qui coïncidaient, les témoignages d'anciens employés qui se souvenaient de ses recherches désespérées. Quand Margot annonça l'arrivée de Manon, son cœur s'emballa. Sa fille entra seule, le visage tendu mais déterminé. « Où est votre mère ? Elle refuse de venir. Elle dit que vous allez encore nous mentir. » Lucien hocha la tête, comprenant la méfiance d'Isabelle. « Manon, asseyez-vous. Ce que j'ai à vous dire va être difficile à entendre. » Elle s'installa en face de lui, croisant les bras dans un geste défensif qu'il reconnut immédiatement. Isabelle faisait exactement la même chose quand elle se sentait menacée. « Votre mère vous a montré des lettres, n'est-ce pas ? Des lettres que j'aurais écrites ? » ?»« Oui, et elles sont terribles. » Lucien sortit les documents de sa poche et les posa sur le bureau. « Ces lettres existent, mais je ne les ai pas écrites. » Manon fronça les sourcils. « Qui alors ? » ?»« Ma mère, Colette Dumas. » Il lui raconta tout, la manipulation, les lettres falsifiées, la confession de cette nuit. Manon l'écouta, incrédule, ses yeux s'écarquillant au fur et à mesure des révélations. « Votre grand-mère, elle a fait ça. Elle voulait me protéger. Selon elle, elle trouvait qu'Isabelle n'était pas assez bien pour notre famille. Mon Dieu !» Manon porta les mains à sa bouche. « Maman a vécu 27 ans en croyant que je l'avais rejetée, oui. » Des larmes coulaient maintenant sur les joues de Manon. Toute cette souffrance, toutes ces années perdues à cause des préjugés d'une vieille femme aigrie. Il faut le dire à maman, il faut qu'elle sache. J'ai essayé hier soir. Elle ne me croit pas. Mais enfin, vous avez des preuves qu'elle peut toujours contester. 27 ans de rancœur, Manon, ce n'est pas facile à effacer. La porte du bureau s'ouvrit brusquement. Élise entra comme une furie, le visage décomposé par l'angoisse et la colère. J'aurais dû m'en douter. Elle se précipita vers Manon. Tu l'écoutes, lui raconter ses mensonges. Maman, ce ne sont pas des mensonges. Bien sûr que si. Élise se tourna vers Lucien, les yeux flamboyants. Vous n'avez donc aucune limite. Maintenant, vous retournez ma propre fille contre moi. Lucien se leva calmement. Isabelle, regardez-moi. Ne m'appelez plus jamais comme ça. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous ne sentez rien. Malgré elle, Élise croisa son regard. Et pendant un instant, l'espace d'une seconde, tout s'effaça. Ils avaient à nouveau 26 et 18 ans. Ils s'aimaient à en mourir. Et le monde leur appartenait. Non, murmura-t-elle en reculant. Non, ne faites pas ça. Quoi ? Ne fais pas quoi ? Ne me regardez pas comme avant. Lucien s'approcha lentement. Parce que tu ressens la même chose, n'est-ce pas ? Parce qu'au fond de toi, tu sais que je t'aimais, que je t'aime encore. Arrêtez. Élise porta les mains à ses oreilles. Arrêtez de dire ça, maman. Manon s'interposa entre eux. Papa a des preuves. Sa mère a tout avoué. Papa. Élise regarda sa fille avec horreur. Tu l'appelles papa maintenant. C'est mon père. Ton père. C'est l'homme qui nous a abandonnés. Non. Lucien sortit les lettres. Ton père, c'est l'homme qui a été manipulé par sa propre mère. Regardez. Il tendit les documents à Élise. Elle les prit d'une main tremblante, les parcourut rapidement. Son visage se décomposa au fur et à mesure qu'elle lisait les aveux de Colette. Ce n'est pas possible. Si, ma mère a tout orchestré. Les lettres, les menaces, votre fuite, tout. Élise s'effondra sur une chaise, anéantie. 27 ans, murmura-t-elle. 27 ans à vous haïr, à élever Manon seule, à fuir. Maman. Manon s'agenouilla près d'elle. Maman, regarde-moi. Élise leva vers sa fille des yeux noyés de larmes. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment rattraper tout ce temps perdu ?
On ne peut pas le rattraper, répondit doucement Lucien, mais on peut construire l'avenir. Il s'approcha d'elle, ému aux larmes lui aussi. Isabelle, je sais que c'est difficile à croire. Je sais que la blessure est profonde, mais je vous en supplie, donnez-nous une chance. Donnez une chance à notre famille. Élise le regarda longuement, cherchant dans ses yeux la vérité qu'elle avait refusé de voir. Vous m'avez vraiment cherché. Partout, pendant des années, j'ai engagé des détectives. J'ai écumé tous les hôpitaux, toutes les maternités. J'ai même fait passer des annonces dans les journaux. Je n'ai rien vu. Tu vivais sous un autre nom, dans une autre région. Comment aurais-tu pu voir ? Le silence s'installa. Lourde de 27 ans de malentendus, puis lentement, Élise se leva et s'approcha de Lucien. « Vous avez vieilli », dit-elle avec un sourire triste. « Vous aussi, mais vous êtes toujours aussi belle. Ne dites pas ça. Pourquoi ? C'est la vérité. » Ils se regardaient, tremblants, n'osant pas faire le geste qui les rapprocherait définitivement. Ce fut Manon qui bougea la première. Elle prit la main de sa mère, puis celle de son père, et les réunit. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle, « s'il vous plaît, ne vous perdez plus. Je vous ai attendu toute ma vie, tous les deux. » Lucien et Élise se regardèrent à travers leurs larmes. Puis, lentement, ils s'approchèrent l'un de l'autre. Leurs lèvres se frôlèrent, hésitantes d'abord, puis avec toute la passion contenue de 27 années, quand ils se séparèrent, Manon pleurait de joie. « Enfin » souffla-t-elle. « Enfin, nous sommes une famille. » Dehors, Paris continuait sa course effrénée, Mais dans ce bureau, le temps venait de s'arrêter pour laisser place à un nouveau commencement. 3 semaines s'étaient écoulées depuis les révélations dans le bureau de Lucien. 3 semaines de tâtonnements, de conversations difficiles, de silences lourds et de premiers sourires timides. La famille Dumas Lefèvre apprenait à se construire sur les décombres du passé. Élise avait pris une chambre d'hôtel près de chez Manon, incapable de retourner à Sarlat comme si de rien n'était, mais pas encore prête à franchir le pas vers une réconciliation totale avec Lucien. Elle passait ses journées aérées dans Paris, redécouvrant cette ville qui avait été le théâtre de son bonheur et de sa chute. « Comment tu te sens, maman ?» demanda Manon en s'installant à côté d'elle sur un banc du Luxembourg. Elles avaient pris l'habitude de ces promenades quotidiennes, moments privilégiés, où elles tentaient de démêler les chevaux de leurs émotions, perdues, avoua Élise en regardant les enfants jouer autour du bassin. « J'ai l'impression d'avoir vécu dans un mensonge pendant 27 ans. Tout ce que je croyais vrai s'effrite. Mais c'est bien, non. Ça veut dire que papa... Arrête de l'appeler comme ça. » L'interruption fusa, brutale. Puis Élise se radoucit immédiatement. « Pardon, ma chérie, c'est juste que... C'est dur. » Manon prit la main de sa mère. « Maman, regarde-moi. Tu as le droit d'être heureuse. Vous avez le droit d'être heureux, tous les deux. Tu crois vraiment qu'on peut effacer 27 ans de rancœur, qu'on peut repartir de zéro à notre âge? Je ne sais pas, mais je sais que vous vous aimez encore. Ça se voit dans vos regards. » Élise soupira. C'était vrai. Malgré tout, malgré les années, malgré la douleur, elle aimait encore Lucien. Cet amour l'effrayait plus que tout. Tour du mât, bureau de Lucien Philippe Mercier, posa une enveloppe sur le bureau de son ami, les derniers documents sur Colette. Son état s'aggrave rapidement. Les médecins pensent qu'elle n'en a plus pour longtemps. Lucien regarda l'enveloppe sans l'ouvrir. Depuis leur confrontation, il n'avait plus remis les pieds à la maison de retraite. Sa mère pouvait mourir seule, comme elle avait laissé mourir leur relation. « Tu ne veux pas la voir une dernière fois », insista Philippe. « Pourquoi faire ? Lui pardonner ? Pour tourner la page ?» Lucien secoua la tête. Il avait d'autres priorités. Reconquérir Isabelle, apprendre à connaître sa fille, construire cette famille qu'on lui avait volée. « Comment va Manon ? » « Bien, mieux que bien même. » Le visage de Lucien s'illumina. « Elle est extraordinaire, Philippe. Intelligente, drôle, généreuse. Hier, elle m'a montré des photos de son enfance. J'ai pleuré comme un gosse. » Et Élise ? L'expression de Lucien s'assombrit. Compliquée, elle a peur de souffrir à nouveau, peur de me faire confiance, je la comprends. Tu vas abandonner. Jamais. Sa voix était ferme. J'ai attendu 27 ans, je peux attendre encore. Café de Flore. 16h, Manon avait organisé ce rendez-vous contre l'avis de sa mère. Il fallait que ses parents se parlent, vraiment, sans elle comme intermédiaire.
Elle les regarda s'installer l'un en face de l'autre, tendus comme des adolescents à leur premier rendez-vous. « Je vous laisse », annonça-t-elle. « Vous avez des choses à vous dire. Manon, reste », supplia Élise. « Non, maman, c'est entre vous deux. » Elle partit, laissant ses parents seuls face à leurs démons. Un silence gêné s'installa. Lucien observait Isabelle boire son café, notant chaque geste, chaque expression. Elle était toujours aussi gracieuse, mais une mélancolie profonde voilait son regard. « Tu me détestes », demanda-t-il finalement. Élise releva la tête, surprise par la question directe. « Je voudrais... ce serait plus simple. Mais je n'y arrive pas. » Sa voix n'était qu'un murmure. « J'ai essayé pendant 27 ans, je n'y arrive pas. » Lucien sentit une lueur d'espoir s'allumer en lui. « Isabelle, est-ce qu'on peut essayer ? » « Essayer quoi ? De se retrouver, de redevenir nous. » Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Il y a eu trop de mal. Lucien, trop de souffrance. Mais il y a eu de l'amour aussi, un amour immense, qui a failli me tuer quand j'ai cru l'avoir perdu. » Lucien se pencha vers elle, prit ses mains dans les siennes. Elle ne les retira pas. « Je t'aime encore, Isabelle. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Moi aussi, » avoua-t-elle dans un souffle. « Mon Dieu, moi aussi. Et c'est ça qui me fait peur. » Pourquoi ? Parce que si je te fais confiance et que tu me déçois à nouveau, je ne m'en remettrai pas. Je ne te décevrai plus jamais, plus jamais. Ils se regardèrent longuement, et pour la première fois depuis des semaines. Élise laissa tomber ses défenses. Lucien vit dans ses yeux la jeune fille qu'il avait aimée, celle qui riait aux éclats et rêvait d'un avenir radieux. « J'ai peur », murmura-t-elle. « Moi aussi. Mais on peut avoir peur ensemble. » Elle sourit enfin, ce sourire qui avait illuminé sa jeunesse. « Tu crois qu'on peut rattraper le temps perdu ? » Non, mais on peut construire le temps qui nous reste. Maison de retraite. Soirée malgré lui, Lucien avait fini par céder aux arguments de Philippe. Il se tenait maintenant devant le lit de sa mère, contemplant cette femme diminuée qui avait été si puissante. « Lucien », Colette ouvrit péniblement les yeux. « C'est vraiment toi ? » ?»« Oui, maman. J'ai rêvé que tu étais venue, que tu étais en colère. Ce n'était pas un rêve. » Colette ferma les yeux, comme si la réalité était trop lourde à porter. « Elle me pardonnera jamais. Hein ? La petite. Isabelle. Je ne sais pas. Et toi ?» Lucien la regarda longuement. Cette femme avait détruit sa vie, mais elle l'avait aussi élevée, aimée à sa façon tordue. « Je ne sais pas non plus. Je vais mourir bientôt, » murmura Colette. « Les médecins, ils ne me le disent pas, mais je le sens. Oui, j'aurais voulu voir ma petite fille. Elle ne veut pas te voir. Je comprends. » Colette tourna la tête vers la fenêtre. « Dis-lui que j'ai regretté, chaque jour. Dis-lui que si je pouvais revenir en arrière, elle ne me croirait pas. Alors ne dis rien. » Un sourire triste apparut sur les lèvres de Colette. « Contentez-vous d'être heureux. » Tous les trois. Lucien hocha la tête et se dirigea vers la porte. « Lucien !» Il se retourna. « Je t'ai aimé, tu sais, à ma façon. Mal, peut-être. Mais je t'ai aimé. Je sais, maman. Moi aussi. » Il sortit, et cette fois, il savait que c'était définitif. La page était tournée, appartement de Manon, minuit les trois membres de la famille étaient réunis dans le petit studio. Élise et Lucien s'étaient réconciliés dans l'après-midi, non sans mal, non sans larmes, mais avec la ferme volonté de construire ensemble. « Alors » demanda Manon, « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« On apprend à se connaître » répondit Lucien. « On reprend où on s'était arrêté. Ça va prendre du temps » ajouta Élise. « Il faut qu'on apprivoise tout ça, cette famille qu'on forme. J'ai tout mon temps, » sourit Manon. « J'ai attendu 26 ans. » Lucien et Élise échangèrent un regard complice. Leur fille avait grandi sans eux, mais elle était devenue exactement ce qu'ils auraient rêvé qu'elle soit. « Il y a une chose, » dit soudain Lucien. « Colette, elle va mourir bientôt. » Élise se tendit. « Et elle regrette vraiment. Tant mieux pour elle. »« Maman, » Manon prit la main de sa mère. « La rancune, ça ne sert à rien. Elle va mourir. Laisse-la partir en paix. » Élise regarda sa fille. Puis Lucien, dans leurs yeux, elle lut la même chose. L'envie de tourner la page, de regarder vers l'avenir plutôt que vers le passé. « D'accord, » murmura-t-elle.
D'accord. On passe à autre chose. » Ils se prirent dans les bras, enfin réunis, enfin apaisés, dehors. Paris scintillait sous les étoiles. Et pour la première fois depuis 27 ans, l'avenir semblait à nouveau possible. 6 mois plus tard, parc de Sceaux, le printemps explosait dans toute sa splendeur. Les cerisiers en fleurs semblaient célébrer cette journée particulière où Lucien, Élise et Manon avaient décidé de planter un arbre ensemble. Un ginkgo biloba, symbole de longévité et de résilience, qu'ils avaient choisi ensemble lors d'une visite à la pépinière. « Tu es sûr qu'on a le droit de planter ici ?» demanda Élise en regardant autour d'elle avec une pointe d'inquiétude. Lucien sourit, sa femme, car il s'était remarié discrètement la semaine précédente, gardait cette prudence de petite fille sage qu'il avait toujours attendrie. « J'ai eu une autorisation spéciale, les avantages d'être un gros donateur de la ville de Sceaux. » Manon éclata de rire en soulevant la petite pelle qu'elle avait apportée. « Papa devient snob, maman, il faut le surveiller. » Papa, ce mot qu'elle prononçait maintenant avec tant de naturel, faisait encore chavirer le cœur de Lucien. 6 mois à rattraper 26 ans d'absence, et il découvrait chaque jour de nouvelles facettes de sa fille extraordinaire. « Allez, on commence », proposa Élise. Ils s'agenouillèrent tous les trois autour du trou qu'ils avaient creusé. Lucien tenait délicatement les racines du jeune arbre. Élise maintenait le tronc droit, et Manon rebouchait avec la terre. « C'est symbolique, vous savez », dit Manon en tassant délicatement. « Cet arbre va grandir avec notre famille dans 50 ans. Quand j'amènerai mes enfants ici, je leur raconterai l'histoire de leurs grands-parents qui se sont retrouvés. » Élise et Lucien échangèrent un regard ému. Leurs petits-enfants, ils n'avaient pas encore osé évoquer cette perspective, mais l'idée les enchantait. « D'ailleurs, » continua Manon avec un sourire espiègle, « j'ai quelque chose à vous annoncer. » « Quoi donc ?» demanda Élise. « Thomas m'a demandé en mariage hier soir. » Thomas Dubois, le jeune architecte que Manon fréquentait depuis 3 mois, un garçon charmant qui avait immédiatement conquis ses parents par sa simplicité et son amour évident pour leur fille. « Et qu'est-ce que tu as répondu ?» interrogea Lucien, feignant la sévérité. « Que je devais en parler à mon père d'abord. » Ils éclatèrent de rire tous les trois. Ces moments de complicité, si naturels maintenant, avaient remis du temps à s'installer. Les premiers mois avaient été difficiles, faits de maladresse et de non-dits, mais petit à petit, l'amour avait fait son œuvre. « Tu l'aimes ?» demanda Élise. « Comme vous vous aimez », répondit Manon en regardant ses parents, avec cette certitude que c'est pour la vie. Lucien se releva et épousseta ses mains. 6 mois plus tôt, il était un homme brisé, seul au sommet de son empire. Aujourd'hui, il avait une famille, une vraie famille. « Alors tu as notre bénédiction, » dit-il solennellement. « Et notre arbre sera témoin du mariage de notre fille. » Ils arrosèrent le jeune ginkgo en silence, chacun perdu dans ses pensées. Le soleil déclinait doucement, dorant le paysage d'une lumière magique. « Tu sais ce qui me frappe le plus » murmura Élise, en s'appuyant contre l'épaule de Lucien. « Dis-moi. » On a l'impression qu'on ne s'est jamais quitté, comme si ces 27 ans n'étaient qu'un mauvais rêve. Pas un mauvais rêve, corrigea Manon. Une épreuve qui nous a rendus plus forts. Elle avait raison. Leur amour avait résisté au temps, au mensonge, à la séparation. Il en ressortait plus pur, plus précieux. 2 semaines plus tard, cimetière du Père-Lachaise, Colette Dumas était morte dans son sommeil. Paisiblement, 3 jours après la plantation de l'arbre, Lucien, Élise et Manon se tenaient devant sa tombe simple, sans ostentatoire. « Tu veux dire quelque chose ?» demanda Élise à son mari. Lucien secoua la tête. Il avait dit tout ce qu'il avait à dire à sa mère de son vivant, mais Manon s'avança et déposa une rose blanche sur la pierre tombale. « Grand-mère, » dit-elle doucement, « je ne te pardonne pas ce que tu as fait, mais je comprends que tu aimais papa à ta façon. Repose en paix. » Ils repartirent en silence. Derrière eux, la tombe de Colette Dumas semblait moins solitaire. Sarlat la Canéda. 1 mois plus tard, la maison d'Élise était en effervescence. Françoise Murat dirigeait les préparatifs du mariage avec l'efficacité d'un général d'armée, tandis que Manon essayait sa robe de mariée dans le salon. « Tu es magnifique, ma chérie », murmura Élise en ajustant le voile. « Maman, tu es heureuse, vraiment heureuse. » Élise regarda sa fille dans le miroir, cette jeune femme radieuse qui allait fonder sa propre famille.
cet amour qu'elle partageait avec Lucien retrouvé, cette paix enfin conquise, plus que je ne l'ai jamais été. Même pendant les années avec papa, avant. Non, parce qu'à l'époque, on était jeunes et inconscients. On croyait que l'amour suffisait à tout. Maintenant, on sait qu'il faut se battre pour le préserver. Lucien apparut dans l'encadrement de la porte. Élégant dans son costume sombre, il s'arrêta net en voyant sa fille. Mon Dieu, sa voix se brisa. Tu es éblouissante. Manon se retourna et se jeta dans ses bras. Attention à ne pas froisser sa robe. Papa, merci. De quoi? D'être revenu, d'avoir ramené maman, de nous avoir donné cette famille. Lucien la serra contre lui, ému aux larmes. Sa petite fille qu'il avait vue grandir en accéléré à travers les photos, qui allait maintenant fonder son propre foyer. « C'est vous qui m'avez sauvé », murmura-t-il. « Vous deux, jardin de la maison d'Élise. » Fin d'après-midi, la cérémonie avait été simple et émouvante. Thomas et Manon s'étaient dit oui devant une assemblée restreinte d'amis et de proches. Maintenant, les invités dansaient sous les lampions que Françoise avait suspendus aux branches des arbres. Lucien et Élise observaient leur fille valser avec son mari, leurs mains entrelacées. « Tu sais ce qui me fait le plus plaisir, » dit Élise. « Quoi ?» Thomas la regarde exactement comme tu me regardais à 20 ans. Et comme je te regarde encore maintenant. Elle tourna la tête vers lui, surprise par l'intensité de sa voix. « Lucien, épouse-moi. Mais on est déjà mariés. Pas comme ça, pas en catimini dans une mairie froide. Ici, devant nos amis, devant notre fille, comme on aurait dû le faire il y a 27 ans. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux, cet homme qui pensait à tout, qui voulait réparer jusqu'aux plus petits détails du passé. « Tu es fou, fou de toi alors. »« Oui, » chuchota-t-elle. « Oui, 1000 fois oui. » Ils s'embrassèrent, tandis qu'autour d'eux la fête continuait. Manon, qui les avait vus, interrompit sa danse pour applaudir, rapidement imitée par tous les invités. Épilogue, parc de Sceaux. 1 an plus tard, le Jingo avait grandi. Ses feuilles d'un vert tendre bruissaient dans la brise printanière. Lucien, Élise et Manon étaient revenus, accompagnés cette fois de Thomas et d'un petit être de 6 mois, aux yeux verts comme ses grands-parents. « Voilà ton arrière-grand-père, petit Alexandre, » murmura Manon en montrant l'arbre à son fils. L'arbre de la famille. Alexandre gazouilla et tendit ses petites mains vers les branches. Comme s'il comprenait l'importance du lieu, Lucien regarda sa famille, sa femme qui rayonnait de bonheur, sa fille épanouie, son gendre qu'il considérait maintenant comme le fils qu'il n'avait jamais eu, et ce petit-fils qui portait l'avenir dans ses yeux clairs. « Tu sais ce que je me dis » confia-t-il à Élise. « Dis-moi, que parfois, les plus belles histoires sont celles qui commencent par un malentendu. » Élise sourit et posa sa tête sur son épaule. « Non, les plus belles histoires sont celles qui finissent bien. » Le vent fit danser les feuilles du Jingo, et on aurait dit qu'il approuvait. Cette famille qui avait failli ne jamais exister, qui s'était perdue et retrouvée, était enfin complète. L'amour avait triomphé du temps, des mensonges et de la séparation. Il ne restait plus qu'à savourer chaque instant de ce bonheur si longtemps attendu,